Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Mais avant ça, je me tourne vers Jérôme Bénard. Bonjour Jérôme Bénard. Oui, bonjour Corentin. Meilleurs vœux, bonne année 2024 pour Omerta. Alors Omerta a une actualité pour cette nouvelle année. Oui, pour fêter la nouvelle année, nous avons mis en accès libre notre dernier documentaire réalisé par Régis Le Sommier sur les OQTF sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller regarder ce documentaire qui nous a permis d'interviewer des personnes placées en centre de rétention, mais aussi des fonctionnaires de police chargés de gérer ce type d'établissement. Eh bien écoutez, merci. On invite évidemment donc aussi nos auditeurs à s'abonner à la chaîne d'Omerta. Tout de suite ensemble, avec Jérôme Bénard, je vous propose qu'on se tourne vers Francis Valtari, membre de l'association Village Carénie. Vue de haut. Alors depuis 1995, le peuple karen est chassé par l'armée birmane. Leurs villages sont détruits et l'armée karen décide alors de prendre les armes. Alors si un cessez-le-feu avait été trouvé entre les deux opposants en 2012, les affrontements entre les deux armées après un coup d'état des généraux birmans le 1er février 2020, les affrontements ont repris. Alors la population karen a repris les armes. Alors, qui sont les Karen ? Pourquoi sont-ils persécutés ? Et comment expliquer aussi le silence médiatique autour de ces persécutions ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Francis Valtari. Bonjour Francis Valtari. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Village Carénie. Alors, est-ce que vous pouvez revenir déjà qui est le peuple Karen et quelle est l'origine de ces persécutions ? Alors, le peuple Karen est une des ethnies qui compose, une des ethnies birmanes. Il faut savoir qu'il y a sept grands groupes ethniques en Birmanie qui sont chacun sur des États qui sont plus ou moins autonomes. Donc, la Birmanie est un État fédéral et les Karen sont les habitants de l'État Karen qui se trouve à l'est de la Birmanie, proche de la Thaïlande, sur la frontière thaïlandaise. Donc ça fait partie donc de ces ethnies. Alors pourquoi aujourd'hui, pourquoi elles sont persécutées, particulièrement cette ethnie-là en Birmanie ? Alors l'ethnie Karen est persécutée, mais au même titre que toutes les autres ethnies minoritaires de Birmanie. Et donc le peuple Karen se bat actuellement, mais il faut savoir que toutes les autres ethnies birmanes et le peuple birman est actuellement en guerre contre l'armée du gouvernement central. Donc toutes les ethnies minoritaires sont en guerre contre le gouvernement central et contre l'ethnie majoritaire qui est l'ethnie birmane. Exactement, mais alors il y a la nouvelle, ce qui est tout nouveau, c'est depuis 2 ans, là, depuis le coup d'État. C'est que la population birmane elle-même a pris les armes, soutenue par les ethnies minoritaires, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et donc ça, c'est depuis le 1er février 2021, parce que donc on l'a dit, il y a eu un cessez-le-feu en 2012. Et alors pourquoi il y a eu la reprise de ces affrontements entre l'armée Karen et puis l'armée birmane ? Alors, le gouvernement birman, enfin l'armée militaire birmane avait autorisé en gros un gouvernement démocratique à se mettre en place pendant une dizaine d'années et finalement ils ont putché ce gouvernement le 1er février 2021 et suite à quoi toute la population birmane s'est soulevée. D'abord de manière pacifique en faisant des manifestations et une grève générale. Puis les manifestations ont tourné aux émeutes et l'armée birmane a tiré sur les manifestants. Donc la population birmane qui s'était rebellée est allée chercher le soutien des ethnies minoritaires qui, elles, ont des armées constituées. L'ethnie Karen a un groupe armé Karen, l'ethnie Karenni a un groupe armé Karenni et il en va de même pour les Shan, les Kachin, les Arakanais, donc toutes les autres ethnies minoritaires. Donc la population est allée chercher ce soutien et donc le cessez-le-feu a été rompu et toutes les ethnies, tous les groupes armés ethniques sont rentrés en guerre les uns après les autres contre l'armée birmane. Alors Jérôme Bénard, là-dessus sur ce conflit, Oui.
ce peuple karen qui est persécuté aujourd'hui par l'armée birmane. Oui, alors vous évoquiez la date de 1995, Corentin Perindi, mais en fait, la rébellion au Karen est beaucoup plus ancienne, puisque les prémices de la lutte armée pour la défense des droits du peuple Karen remontent à la fin des années 70. Et dès les années 1980, il y a eu beaucoup d'incidents et beaucoup de combats avec le pouvoir central. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors il y a eu les combats en fait ont commencé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. On peut remonter, c'est pour ça qu'on dit que c'est une des plus vieilles guerres civiles contemporaines, parce que voilà, ça fait plus de 70 ans que ces ethnies sont en guerre, alors avec des petites périodes d'accalmie, mais globalement les combats ne se sont jamais arrêtés. Et l'armée birmane n'a jamais cessé d'essayer d'avoir la main mise sur ces territoires. Alors effectivement, il y a eu un point culminant dans les années 80 avec des grosses offensives de l'armée birmane pour contrôler les territoires Karen. Et ce qui a mené jusqu'en 95 à des exodes massifs de la population qui a été en fait chassée de son territoire et qui s'est réfugiée donc sur la frontière thaïlandaise dans des camps de réfugiés où ils sont des dizaines de milliers, et ainsi que dans des pays étrangers comme les États-Unis, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou la Norvège notamment. Jérôme Bénard. Oui, il y a une autre dimension qu'il faut souligner, c'est la présence chrétienne au sein du peuple Karen, face à une ethnie majoritaire birmane qui est bouddhiste, et d'autres minorités qui sont musulmanes. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rapport, d'ailleurs, pas seulement au catholicisme, mais par exemple au protestantisme des Karen? Oui, qui sont chrétiens plus que catholiques, ou alors... Alors il y a effectivement beaucoup de chrétiens. Alors les chrétiens en Birmanie, c'est moins de 5% de la population, mais on retrouve une très grosse concentration de chrétiens dans les territoires des minorités ethniques, donc notamment l'État Karen, l'État Karenni, mais aussi dans l'État du Chin ou du Shan et du Kachin. Et donc effectivement, la population Karen était à l'origine plutôt animiste. Et ils ont été évangélisés par les missions étrangères de Paris à la fin du 19e. Pour les Karennis, c'était les Pimées de Milan, l'équivalent des missions étrangères, mais italiennes. Et donc le catholicisme a pris sur ces territoires qui sont avec une population qui est très antagoniste de la population birmane qui vit dans les plaines. Et donc le fait effectivement qu'il soit chrétien et catholique a joué pour au niveau de la rébellion, mais comment dire, le fait religieux n'est pas le fait principal concernant cette rébellion. Donc on a aussi des bouddhistes et beaucoup d'animistes encore sur ces territoires-là. Mais une très grosse concentration, une très grosse implantation de l'Église catholique notamment. Oui, en 2021, il y avait plus de 35 villageois karenni, des femmes, des enfants qui ont été morts, brûlés vifs. C'était à la veille de Noël, et ça, personne n'en a parlé dans les médias à l'époque. Alors c'est un peu sorti dans des médias anglo-saxons, mais effectivement, personne n'en a beaucoup parlé, et c'est une des choses en fait dont il faut se rappeler. Si cette population s'est rebellée et n'a pas accepté le coup d'État de l'armée birmane, c'est que quand l'armée birmane sort de ses casernes et débarque sur ces territoires, la vie de ces populations n'a plus aucune valeur. Et donc on l'a notamment vu le 24 décembre 2021, effectivement, un convoi de villageois fuyait une zone de guerre, une zone de conflit dans l'État Karenni. Ils ont été arrêtés à un checkpoint de l'armée birmane, et les officiers en charge de ce checkpoint les ont mis sur le côté. Ils en ont abattu certains, ligoté les autres, et ils les ont fait brûler vifs. Voilà, plus de 35 personnes, effectivement.
Et quelques mois après, avec l'association Village Carénie, nous étions sur place et nous avons été constater sur place ce qui s'était passé. Nous avons vu les carcasses des véhicules brûlés et les restes d'ossements d'êtres humains. Et je peux vous dire que quand on voit ça, on comprend pourquoi la population n'accepte pas que ces gens restent au pouvoir. Alors Francis Valtari, on comprend donc les méthodes de cette armée birmane. Il y a à la fois la stratégie de la terre brûlée, mais il y a aussi la mise en place de blocus pour affamer les populations. Donc ce sont des méthodes terribles, notamment pour ces populations Karen sur place. Oui, exactement. Les militaires birmans ont très bien compris qu'ils auraient du mal à gagner d'un point de vue tactique face aux armées ethniques. Et donc, ils s'en prennent à la population civile. Ils essayent de les terroriser, de les affamer pour les empêcher de soutenir la rébellion. Et c'est pour ça que actuellement, par exemple, simplement dans l'État Karénie, qui compte environ 400 000 habitants, on a plus de la moitié de la population qui est obligée de vivre cachée dans la forêt et dans les montagnes pour ne pas être massacrée par l'armée birmane. Et donc l'armée birmane a mis en place tout un blocus qui empêche ces populations-là ou de fuir l'État pour aller dans des zones plus pacifiées ou d'être ravitaillés effectivement en aide humanitaire pour pouvoir vivre. Alors Jérôme Bénat. Oui, votre association fait un travail humanitaire remarquable en Birmanie. La Birmanie était autrefois une colonie britannique. D'où vient l'intérêt des Français et de votre association et des Français plus largement depuis les années 80 pour la cause Karen? Alors, c'est assez compliqué, assez étrange à expliquer, mais il y a en tout cas, ce que nous ressentons, nous, quand nous travaillons là-bas, c'est une très grande proximité avec ce peuple. Et voilà, je pense que le peuple français et les peuples Karen sont des peuples frères. Et nous entendons bien de ce point de vue-là. Et donc, c'est pour ça que nous pensons qu'ils méritent d'être soutenus. Après, c'est aussi une terre d'aventure. Et je pense que l'aventure fait partie de l'ADN du peuple français ou des peuples européens. Et donc, c'est aussi par pur esprit d'aventure que nous avons décidé de travailler là-bas. Et depuis quand donc les villages Karénie existent, et alors qu'est-ce que sur place concrètement c'est une aide agricole, sociale, scolaire? Alors voilà, Village Karénie a été créé en 2014-2015 à l'époque où la région où le cessez-le-feu était en place entre l'armée Karénie et le gouvernement birman. Et donc nous avions mis en place en fait tout un fonctionnement de développement pour aider ces populations à rester sur leurs terres et à s'y ancrer. Car ce sont des terres très pauvres et délaissées par le gouvernement central. Et donc nous avions effectivement mis en place des programmes de développement agricole, social, notamment de l'entrepreneuriat social en essayant de développer des petites entreprises. Malheureusement, tout ce travail a été stoppé net avec le coup d'État et désormais nous nous concentrons donc sur de l'aide humanitaire d'urgence, notamment principalement en soutien médical, que ce soit en formation ou en matériel pour aider à prendre en charge les blessés. Il faut savoir que l'armée birmane bombarde, mais a aussi miné une très grande partie du territoire avec des mines antipersonnelles. Ils ont miné tous les villages qui ont été abandonnés pour empêcher la population de revenir dans leur village. Et donc il y a un nombre incroyable de civils blessés, estropiés, amputés. Et donc il faut leur apprendre à être pris en charge quand cela arrive. Justement, moi je voulais vous parler des conséquences de la guerre. On va revenir
peut-être plus tard sur justement pourquoi il y a eu ces affrontements. Mais alors les conséquences de la guerre, c'est une misère humaine que vous avez vue donc dans cette région, notamment la pauvreté, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, de la prostitution, des trafics. Tout ça, ça n'existait pas avant le conflit. Alors, c'était moins généralisé. Il faut savoir, heureusement, que donc l'État carénien échappe au trafic et échappe un peu au trafic de drogue parce que les autorités politiques rebelles ont fait le choix de ne pas toucher à ça. Mais effectivement, oui, il y a une grande recrudescence du trafic. Et comme les populations sont déplacées, cela aide aussi au trafic d'êtres humains. Il y a un très gros risque d'être enlevé, notamment même par l'armée birmane, qui, elle, cherche des civils qui peuvent être utilisés comme boucliers humains ou comme porteurs dans les combats. Alors, Jérôme Bénard. Oui, comment expliquez-vous que la cause des Karen soit souvent oubliée des grands médias, alors qu'on entend plus parler d'autres minorités birmanes? Pourquoi ce silence médiatique que vient briser ce matin Ligne Droite et Radio Courtoisie? Mais pourquoi est-ce qu'il y a une relative indifférence médiatique, même si certains journalistes s'y rendent pour témoigner des atrocités qui sont commises? Comment expliquez-vous aussi cette relative confidentialité du conflit Karen? Alors, je pense qu'une des premières raisons, c'est une grande méconnaissance de la Birmanie des Occidentaux, enfin des médias occidentaux. C'est quand même une région qui est compliquée et souvent les grands médias aiment la simplicité. Et donc c'est un conflit qui est compliqué à expliquer. Deuxièmement, il y a les difficultés d'accès. Ce sont des territoires qui sont désormais totalement interdits aux journalistes. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à saluer le journaliste, le photoreporter Siegfried Modola, qui lui s'est rendu sur place et plusieurs fois et a effectué un très beau travail pour montrer au monde en fait ce qu'il se passe là-bas. Mais ce sont des accès très difficiles et les personnes qui s'y rendent le font au péril de leur vie. Et enfin, je pense aussi qu'il y a peut-être que le combat des Karen ne plaît pas forcément à la doxa, en gros aux grands médias, parce que ce sont des gens qui se battent pour leur terre, pour leur identité, qui veulent rester maîtres chez eux et surtout qui veulent combattre un gouvernement jacobin. Et cela va un peu à l'encontre de la pensée politique actuelle. Oui, c'est finalement un combat régionaliste et puis aussi ce sont des chrétiens, ou en tout cas il y a des catholiques, des chrétiens, et puis c'est un combat bouddhiste contre chrétien aussi. Ça fait pas partie du logiciel habituel, en tout cas dans les conflits que la caste médiatique aime bien parler, dont aime bien parler. Oui, alors effectivement, l'armée birmane instrumentalise la religion bouddhiste pour mieux diviser sa population. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de combattants bouddhistes, surtout actuellement, dans les rangs des combattants de Karen et puis même de toute la rébellion birmane. Alors, je voulais revenir quand même sur ce coup d'État. Pourquoi ce coup d'État? Donc, c'était le 1er février 2021. Pourquoi ce coup d'État a fait basculer, a fait donc renaître ce conflit entre cette armée birmane et puis l'ethnie Karen? Alors, en fait, comme je vous disais, l'armée birmane est une sorte de gigantesque mafia, et quand elle contrôle un territoire, elle en profite pour s'enrichir, mais elle va le faire au détriment des populations autochtones. Donc il y a vraiment une véritable haine de ces populations pour l'armée birmane à cause de toutes les exactions, à cause de tout ce qu'elle leur a fait endurer par le passé. Et donc ce qu'il s'est passé quand les gens ont vu que l'armée birmane revenait au pouvoir
Et ils ne l'ont pas accepté. Ils ont les plus anciens qui ont connu vraiment des périodes de misère et qui ont connu donc les grands cataclysmes qu'ont vécu ces peuples-là à cause de l'armée birmane. Donc les plus anciens ont dit aux plus jeunes qu'il ne fallait pas que cela arrive à nouveau. Donc les plus jeunes ont pris les armes, les plus anciens les soutiennent financièrement et les soutiennent par tous les moyens. Et donc c'est un combat multigénérationnel en fait qui a vu le jour. Et surtout soutenu par la population birmane, ce qui n'était pas arrivé auparavant. En fait, les Birmans qui avaient rarement connu l'armée birmane, surtout les jeunes générations, et quand ils ont vu les militaires birmans leur tirer dessus alors qu'ils tentaient de manifester pacifiquement, ils ont compris en fait ce que vivaient les ethnies minoritaires depuis des décennies, et donc ils les ont rejoints. Il y a eu vraiment un grand mouvement des jeunes, de la jeunesse birmane, qui a compris en fait pourquoi les ethnies minoritaires combattaient. Et alors écoutez, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, puis après je reviens vers vous Francis Valtari. Je rappelle, vous êtes membre de l'association Village Karenni, puis nous sommes aussi avec Jérôme Bénard, journaliste à Omerta Média. Ligne droite, Très haut, il y a une place pour nos idées. vue de haut. Alors Francis Valtari, on l'a vu, donc cette population karen est persécutée, notamment par cette armée birmane qui décide, donc on vous l'avait dit pour nos auditeurs, c'est une revanche d'un jacobinisme contre des gens qui sont plutôt pour un régionalisme. Et donc justement, vous parlez de cette armée birmane donc, qui elle veut donc détruire ethniquement cette population karen, et en même temps il y a cette armée karen qui, elle aussi, prend les armes et ne se laisse pas faire. Donc, d'où viennent ces armes? D'où vient cette volonté donc de se défendre? Il y a véritablement une rébellion du côté karen de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser prendre son territoire. C'est quelque chose qu'on connaît peu, notamment en Asie, on a peu tendance à connaître cette sorte de rébellion de petites populations face à une grande armée birmane. Oui, alors cela vient notamment de la Seconde Guerre mondiale. En fait, les ethnies karen, mais aussi d'autres ethnies birmanes ont été armées pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire face aux Japonais. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros, il y a eu la question de que se passe-t-il avec toutes ces armées régionales. Et l'armée birmane est directement rentrée en guerre à cette époque pour avoir le contrôle total du territoire. Et ce que ces groupes ethniques n'ont pas accepté. Alors après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de groupes armés en Birmanie. Il y a même plusieurs groupes armés sur l'État karen et même sur l'État Karenni. Mais on peut dire qu'il y a des grandes armées principales, des grandes armées ethniques principales qui représentent chacune ces ethnies régionales. Donc ce sont des armées qui sont en guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce sont des vraies armées. Ce ne sont pas, on peut pas comparer ça, par exemple, à des petits groupes de guérilla ou des armées terroristes. Ce sont vraiment des armées structurées qui sont attachées à des partis politiques. Et qui ont vraiment l'ambition, en tout cas, d'être des petites armées étatiques. Mais alors, Francis Valtari aussi, il y a cette volonté de ne pas devenir des esclaves. Ils combattent justement pour que les prochaines générations, elles, puissent être libres par rapport à cette armée birmane et cette autorité birmane. Exactement, oui. Ils savent que s'ils perdent, ils seront des esclaves à jamais. Et s'ils gagnent, ils seront des rois. Alors ces mots ne sont pas de moi, ces mots sont d'un des jeunes chefs d'un des principaux groupes armés Karenni. Et c'est lui qui nous avait dit cela au tout début de l'insurrection en 2021. Alors Jérôme Bénard. Oui, et donc vous connaissez bien la zone. Que pensez-vous des chances pour les Karenni, pour la rébellion Karenni, d'arriver à préserver un État autonome en Birmanie? Est-ce que pour l'instant, les choses se présentent de façon favorable, ou est-ce que cette population
risquent de subir une poussée encore plus forte du pouvoir central dans les mois qui viennent. Alors, vous voyez, il y a 10 ans, quand nous avons créé l'association, beaucoup de personnes nous disaient, mais pourquoi aider les Karen? De toute façon, ils ont perdu, c'est terminé, ils vont se faire manger par l'armée birmane. Eh bien, aujourd'hui, ils sont globalement en train de gagner. Par exemple, pour l'État Karéni, les Karénis contrôlent plus de 80% du territoire. Les militaires birmans ont encore de nombreuses bases sur place, mais ils peinent à sortir de leurs bases pour reprendre le contrôle. Et le 11 novembre dernier, les combattants Karéni ont attaqué la capitale régionale, donc Loiko, qui est la capitale de l'État Karéni, et ils contrôlent actuellement les 3/4 de la ville, et qu'ils encerclent également. Et donc l'armée birmane est retranchée dans certains quartiers du centre-ville. Donc il y a plusieurs centaines de combattants, de militaires birmans qui sont retranchés avec beaucoup d'armements lourds dans le centre-ville. Et alors là, les Karénis qui ont peu d'armements lourds peinent à les déloger. Mais en revanche, ils contrôlent la ville. Ils sont en train de gagner. Mais malheureusement, l'armée birmane est une des armées les plus puissantes d'Asie du Sud-Est, et elle n'hésite pas à utiliser, par exemple, son aviation contre sa propre population. Il y a des bombardements quasiment quotidiens de l'aviation birmane sur Loiko actuellement, mais aussi sur beaucoup d'autres villes qui ont été prises ces derniers mois par la rébellion dans l'État Shan notamment, mais aussi dans d'autres États de Birmanie. Donc voilà, il y a ce grand mouvement, cette grande opération qui a démarré en octobre, notamment dans l'État Shan. De nombreuses villes et de nombreuses bases birmanes ont été saisies. Donc on pourrait dire actuellement que l'armée birmane est en train de perdre pied. Après, c'est une armée qui est très résiliente, qui est très puissante, et qui n'hésitera pas en fait à écraser sa population sous les bombes autant de temps qu'il faudra pour rester en place. Donc c'est assez difficile à dire, mais de qui va l'emporter sur le long terme. Mais actuellement, on peut clairement dire que ce sont les rebelles qui sont en train de gagner militairement. Mais alors justement, comment pourrait évoluer le conflit? Jérôme Bénard, je pense que vous vouliez aussi parler de ça. C'est-à-dire que si l'armée Karen peut gagner, comment il peut y avoir notamment des négociations, l'État peut être indépendant, comment peut évoluer justement ce conflit? Alors, peut avoir un statut particulier par rapport aux autres Birmans ou... En gros, ce que demandent actuellement tous ceux qui combattent l'armée birmane, c'est le fédéralisme. Ils veulent que la Birmanie redevienne un État fédéral, ce qu'elle était auparavant. Et donc, ce qui pourrait se passer, déjà, s'il y a un cessez-le-feu ou si des accords de paix, ou si l'armée, le gouvernement, la junte militaire birmane tombe, ce serait un fédéralisme de fait, puisque tous les territoires contrôlés par les groupes armés ethniques seraient forcément autonomes, plus ou moins autonomes. Après, comment ils vont régler ça politiquement, c'est assez compliqué. C'est une des questions même que eux se posent. Par exemple, les Karénis ont déjà mis en place un gouvernement et administrent en fait les zones qu'ils ont libérées. Donc ils sont déjà en fait en train de prévoir la suite. Ils sont déjà en train de prévoir la suite, notamment peut-être politiquement. En tout cas, il y a un chef qui pourrait rassembler tous ces Karen justement. Il y a quelqu'un qui pourrait donc être le ciment de toute cette ethnie, ou alors c'est différents groupes qui se battent cette armée Karen. Alors les différents groupes vont forcément devoir s'entendre, et c'est pour ça qu'un gouvernement provisoire a été mis en place
Ensuite, il y a, je pense, une vraie volonté de mettre en place un système démocratique, au moins au niveau local, pour que tout le monde puisse s'exprimer et qu'il n'y ait pas que le conflit ne se transforme pas en mini-dictature voilà, régionale. Ouais, exactement. Jérôme Bénard. Oui, j'aurais aimé savoir s'il y avait d'une part des interférences étrangères. Vous avez dit que cette région se trouvait à la frontière thaïlandaise, donc est-ce qu'il y a que la Thaïlande joue un rôle? Et deuxièmement, si l'ONU s'intéressait à cette question, elle qui est toujours assez prompte à s'immiscer dans certains conflits. Alors justement, peu après le coup d'État, quand vraiment le conflit, le pays s'est embrasé, beaucoup de Birmans appelaient les Nations Unies à l'aide. Et ils ont rapidement fini par les surnommer les useless nation, parce que en fait il y a eu aucune vraie mesure mise en place par les Nations Unies pour vraiment essayer de faire quelque chose, mais c'est aussi dû au fait qu'ils ont peu de prise en fait sur le pays. Alors au niveau des interférences étrangères, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le conflit est peu couvert par les médias étrangers, c'est que en fait c'est un conflit interne. La Birmanie se trouve entre l'Inde, la Chine et donc la Thaïlande et le Laos, donc des pays d'Asie du Sud-Est, et tous ces acteurs étrangers ont décidé de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures birmanes. Alors évidemment, comme pour les pays frontaliers, il y a forcément des petites influences, mais on va dire qu'il n'y a pas d'influence majeure étrangère. Chacun, surtout pour ce qui est de la Thaïlande, ils ont choisi la neutralité totale et de ne pas prendre part. Alors ils sont quand même du coup toujours en train de parler avec la junte militaire birmane. Alors qu'il y a donc on le rappelle, il y a des Karen donc en Thaïlande, il y a aussi quelques Karen en Inde, du côté du Sikkim. Donc il y a toute cette population un peu qui est mélangée, notamment, et en tout cas qui pourrait peser dans les États où ils ont été exilés, parce qu'on rappelle, il y a eu plus de 170 000 réfugiés internes, soit la moitié de la population Karen qui s'est déplacée à l'intérieur du pays, et puis il y a une population aussi qui s'est expatriée. Ouais. Alors oui, ça c'est pour l'État karéni, oui. Il y a même plus de 200 000 réfugiés, c'est interne, donc c'est vraiment catastrophique. Hein. C'est une région qui est grande comme l'Île-de-France, l'État karéni. Pour ce qui est de l'État Karen, donc qui est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de réfugiés. Et pour ce qui est de toute la Birmanie, on compte à plus de 10 millions les personnes qui nécessitent une aide humanitaire dans le pays. Alors effectivement, il y a beaucoup de réfugiés Karen et Karéni en Thaïlande. Après, ils sont dans des camps de réfugiés pour la plupart, et donc les Thaïlandais ne les laissent pas ce conflit déborder chez eux. Et le gouvernement thaïlandais a d'ailleurs refusé aux nouveaux réfugiés d'arriver sur leur territoire. Alors on pourrait trouver ça horrible pour ces populations, mais mine de rien, cela leur permet aussi de poursuivre le combat et de ne pas perdre trop rapide, de ne pas perdre leur territoire. Ils sont forcés donc de rester exilés sur un territoire en guerre, mais cela permet aussi en fait à la lutte de continuer. Donc il faut aussi voir ça comme ça, parce que si l'État n'est pas dépeuplé complètement. Voilà, si tous les Karen et si tous les Karénis fuient dans des pays étrangers, que restera-t-il de leur terre? Et ça, beaucoup de jeunes Karénis l'ont compris, hein, et ils disent voilà, on préfère rester chez nous plutôt que de fuir. Alors comment justement soutenir Village Karéni? Donc vous êtes là-bas depuis un moment. On comprend qu'il y a actuellement un conflit. C'est difficile. Est-ce que il y a des volontaires qui vont sur place? Il y a seulement des gens. De toute manière, je crois que vous n'avez pas le droit d'y aller.
vous-même, vous êtes obligé de prendre d'autres identités. Enfin, c'est compliqué. Ouais, alors, voilà, nous n'allons pas nous étendre trop sur les manières dont nous accédons à ces territoires qui sont clairement interdits pour toute personne étrangère. Mais donc nous nous rendons régulièrement sur place. Alors nous n'envoyons évidemment pas de bénévoles, mais pas de volontaires extérieurs à l'association. Mais nous nous rendons sur place tous les trimestres pour faire le point en fait sur les besoins et pour apporter l'aide nécessaire, que ce soit en formation ou en matériel médical. Alors après, comment nous aider Eh bien, à parler au plus grand nombre de ce qui se passe en Birmanie, parler de la Birmanie, parler de la souffrance de ces peuples, relayer les informations que nous publions sur les réseaux sociaux et les articles qui paraissent dans la presse. Et puis forcément, vous pouvez aussi faire un don via notre site internet. Chaque don est bienvenu. Et chaque don est transformé concrètement en aide sur place. Écoutez, merci beaucoup Francis Valtari. Je rappelle, vous êtes membre de l'association Village Karenni. Alors on invite évidemment nos auditeurs à soutenir votre association et soutenir donc cette ethnie karen qui est persécutée donc en Birmanie. Merci à vous et puis merci Jérôme Bénard. Je rappelle, vous êtes journaliste à Omerta Média et donc le dernier donc reportage sur les OQTF est disponible sur la chaîne YouTube d'Omerta. Merci à vous.